Top. Mon canal n'est pas bien. Ce sera pas là. C'est bon. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, bonjour Marco et bienvenue sur le podcast. Merci, Guy Berthold. C'est super apprécié. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très, très, très content et honoré de te recevoir ici car tu fais partie des personnes que j'ai suivies et qui m'ont inspiré pour lancer mon podcast il y a quelques mois, de par ton rythme, lorsque tu t'exprimes sur ton émission L'Accélérateur, la pertinence de tes questions et aussi la diversité de tes invités, tous très intéressants. Donc, je te propose pour commencer de te présenter. Oui, ben, je m'appelle Marco Bernard. Je suis entrepreneur canadien. Ça s'entend probablement à mon accent. Donc, Canadien, Québécois, entrepreneur depuis plus de 25 ans. J'ai opéré une vingtaine d'entreprises au cours de ma vie. Et maintenant, il en reste que 3 qui sont en vie. Donc, j'ai échoué 17 fois, en fait. 21 entreprises, 18 entreprises qui ont échoué. Donc, je me suis permis d'apprendre énormément. On parle de podcast aujourd'hui, donc j'ai 2 podcasts que j'anime. Le premier, c'est l'Accélérateur, comme tu l'as dit. L'autre, c'est l'Académie du podcast, un podcast qui parle de podcasting. Donc, pour les gens qui désirent se lancer dans le monde du podcasting, c'est le podcast idéal pour prendre de l'information. Donc, du côté de l'Accélérateur, on est rendu aller à 210 à peu près, 210 épisodes. Du côté de l'Académie, on est rendu à 57 épisodes environ. Sinon, ben, j'ai aussi une entreprise familiale avec mon père et mon frère où on opère une usine de confection de vêtements et articles promotionnels et puis avec une trentaine d'employés environ. Et je suis marié et père de 4 jolies jeunes filles. Excellent. Donc, comme tu l'as spécifié, plus de 20 entreprises, ce qui revient à dire que tu as commencé très, très jeune, j'imagine. Et Oui, en étant très impliqué aussi dans le sport, tu as dirigé plein d'entreprises, comme tu l'as spécifié, qui sont très variées, puisque tu as parlé d'une vingtaine, donc j'imagine très variées, notamment dans le marketing, divertissement, photographie. Euh, comment est-ce que ça se fait? Tu, j'imagine que il y a forcément une impulsion de tes parents par rapport à ça. Tu as dit que tu avais une entreprise avec tes parents et tes frères aussi. J'imagine que ce sont eux qui t'ont quelque part un petit peu inculqué, qui t'ont un petit peu injecté le virus. ouais, ben en fait, déjà très jeune, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait organiser plein de trucs. Donc, effectivement, ça a été mon père me voyant aller dans ça. Lui était aussi un entrepreneur dans sa vie. Donc, à un certain moment, il a dit à mon frère aussi, si éventuellement vous voulez vous lancer dans le monde des affaires, laissez-moi savoir, puis on étudiera le projet ensemble. Donc, c'est ce qu'on a fait. De mon côté, la première vraie entreprise, on peut dire que j'ai lancée, j'avais à ce moment-là 17 ans. Ça a été un bar pour mineurs. Donc, au Canada, il faut savoir que la majorité s'atteint à 18 ans. Donc, pour 14 à 18 ans, c'était une espèce de discothèque, dans le fond, c'est pour les gens, les jeunes de cet âge-là. Et puis, on a opéré ça pendant 2 ans de temps environ. J'étais gérant opérateur, gestion de personnel, tout ça. Donc, ça a été une super expérience. C'était des amis, en fait, qui travaillaient avec moi là-dedans. On était environ une dizaine d'employés à peu près. On était ouvert 3 soirs par semaine. Donc, ça a été une super expérience. Et puis, par la suite, on a transformé ça en bar, en débit de boisson là, pour les adultes et finalement pour vendre ça quelques années plus tard. Mais ça a été vraiment une super belle expérience qui a été initiée de cette façon-là. Mais oui, effectivement, ça a été, c'est venu initialement de mon père. Être gérant d'un établissement, de ce type d'établissement à seulement 17 ans, euh, tu faisais des études en parallèle ou Oui, ben en fait, je faisais des études, ce qu'on appelle ici le cégep, qui est l'équivalent du lycée, en fait, à cheval sur le lycée et sur le bac 1, je pense, en France, mais en tout cas, peu importe. Donc, c'est ça. Donc, oui, je faisais des études en parallèle, j'avais un petit travail et je faisais la gestion avec, mais à cet âge-là, ben, en fait,
Le projet a été démarré lorsque j'avais 17 ans, mais officiellement, on a ouvert le 30 avril ou le 29 avril, je crois, et je venais tout juste d'avoir 18 à ce moment-là. Moi, je suis du 1er avril, donc je venais tout juste d'avoir 18 ans à ce moment-là. Et, euh, et donc, mais à cet âge-là, on ne connaît pas le sommeil, on n'a pas besoin de Ouais. dormir, on dort quelques heures par nuit, puis c'est correct. Donc, on était ouvert les vendredis, samedi soir, donc ça donnait le temps largement pour récupérer, pour être prêt pour le lundi matin. Donc, c'était pas une problématique à ce moment-là. Ah, excellent. Et c'était quoi la suite après ça? Tu as dit que vous avez transformé cet établissement en quelque chose, un truc pour adultes que vous avez revendu plus tard et j'imagine il y a eu une plus-value forcément dessus. C'était pour relancer, pour partir sur autre chose ou il y a eu, je sais pas, peut-être ça fonctionnait plus très bien. Je veux dire, c'est quoi la raison de la vente? Ben, en fait, la grosse raison, c'est que le domaine du divertissement, là, le domaine de l'hôtellerie qu'on appelle chez nous, là, c'est vraiment c'est un milieu qui est particulier, qui est très difficile. Ça demande un horaire assez. Ça commande un horaire qui est très, très, très particulier. Lorsqu'on arrive avec un débit de boisson, on est ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Donc là, on fait vraiment notre vie avec ça parce que dans le fond, on récupère les lundis, mardi, mercredi, on récupère des 3 autres journées, on prépare, on fait des commandes, on prépare pour la semaine suivante. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est particulier en termes d'horaire et en termes d'hygiène de vie. Puis c'était pas quelque chose qui me plaisait particulièrement. Donc, à ce moment-là, on avait embauché, il y a un de mes oncles qui avait toujours travaillé dans le domaine de l'hôtellerie, qui était venu opérer le bar pour nous. Et puis, à un certain moment, bon, on s'est rendu compte que c'était juste pas fait pour nous. Là, on voulait juste passer à autre chose, tout simplement. Top. Et sur quoi est-ce que tu as rebondi? Parce que je sais que tu es passé par la photographie aussi et le commerce de détail. Ouais, ben en fait, ce que je me suis rendu compte au fil du temps, puis c'est en donnant des entrevues comme on fait aujourd'hui que j'ai réalisé que, euh, dans le fond, je suivais vraiment la passion du moment. Donc, si à un certain moment, je pouvais lire un livre, par exemple, sur la photographie, je trouvais ça intéressant. Alors là, j'allais à fond là-dedans. J'allais prendre des formations, j'allais vraiment documenter tout ça. Et puis là, je suis même allé jusqu'à me louer un studio dans un édifice, Wow, une à ancienne ce usine point. de, oui, 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 une ancienne usine de tabac, là, pas tellement loin de chez moi. Donc, j'avais loué un petit local pour faire un petit studio à l'intérieur de ça. Donc, j'ai opéré ça pendant, je ne sais pas, peut-être une année environ. J'ai découvert un paquet de trucs à travers ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Par la suite, ben, je suis passé à autre chose. Mais c'était vraiment, j'y allais vraiment au fil de mes passions pour faire en sorte de découvrir le plus de choses possible. Du coup, j'imagine que c'est de fil en aiguille que tu es entré dans le marketing, c'est probablement une conséquence en fait de toutes ces petites expériences par lesquelles tu es passé. Il y a forcément une expertise que tu as développée, puisque à chaque fois dans tout ce que tu as fait, il fallait l'acte de vente à la fin, quoi. J'imagine, c'est comme ça que tu es devenu un bon vendeur, entre guillemets, et que tu t'es dit que peut-être c'est quelque chose que tu pouvais monétiser. Ouais, ben en fait, la qualité je pense, d'être un bon vendeur, il y a un peu de. Il y a un peu il y a un peu d'inné là-dedans, je pense. Là. Ça, je pense que si on est capable de bien communiquer à la base, on est capable de bien communiquer nos idées, on va réussir à faire de quoi dans quand même intéressant. Évidemment, il y a des techniques de vente, il y a des techniques derrière tout ça que j'ai eu la chance d'apprendre plus tard. Mais oui, effectivement, les différentes entreprises que j'ai eues m'ont appris à justement pouvoir me démarquer un peu partout, trouver des façons de me démarquer dans ces différentes entreprises-là. Et le domaine des bars, c'est un domaine qui est extrêmement difficile à marketer, surtout ben, à l'époque, dans la petite ville dans laquelle j'habite. C'est une petite ville d'environ 60 000, 70 000 habitants. Donc, c'est vraiment une petite ville. Il y avait déjà plusieurs bars, plusieurs établissements de boissons. Aujourd'hui, il y en a plus du tout. Et à l'époque, on était 4 ou 5. Donc, tu sais, il fallait vraiment se démarquer, il fallait vraiment arriver à faire les choses différemment. Donc, ça a été une belle école pour moi. Et par la suite, ben, lorsque j'ai joint l'entreprise familiale, parce que lorsque le bar a fermé, j'ai joint l'entreprise familiale
officiellement à temps plein, on peut dire, parce que j'ai jamais vraiment Mais quitté. Mais l'entreprise était déjà créée, en fait. Tu as ouais, juste rejoint. l'entreprise familiale, c'est une entreprise qui est là depuis 1956. Wow. Donc, c'est vraiment ouais, ouais, c'est une entreprise qui, à la base, faisait que de la confection de vêtements. Et Mhm. par la suite, vers les années 2000, on a transformé cette. C'est en On marque a, blanche ou c'était ouais. une marque propre Non, en fait, on fabrique pour des grandes marques. un Donc, on a B2C, quoi. fabriqué pour Un B2B, Vuarnet, non? pour. Ouais, B2B, nous, exclusivement, on confectionne les vêtements. Comme je disais, on a produit pour Vuarnet, on a produit pour Roots, qui est très populaire ici au Canada. En tout cas, bref, on a fait plusieurs grandes marques et des marques moins connues aussi, mais bref, on fabrique pour ces gens-là et ces gens-là vont vendre au détail par la suite. Donc, ça, initialement, c'était ça, jusque de 56 à peu près 2000. Et autour des années 2000, on s'est rendu compte que, bon, avec l'arrivée du Mexique, puis après ça, l'arrivée de la Chine dans le portrait au niveau des importations qu'on pouvait faire facilement au Canada. Donc là, on s'est aperçu qu'il y avait une baisse drastique des donneurs d'ordre, ils donnaient leurs commandes à l'extérieur du pays. Alors à ce moment-là, on a démarré un département qui faisait des vêtements et des articles promotionnels. Et ça, ce département-là a pris énormément d'ampleur aujourd'hui, au point où on a à peu près 65-70% de notre chiffre d'affaires qui provient du département d'articles promotionnels, alors que le reste du chiffre d'affaires provient de la confection maintenant. Donc, c'était comme ça pendant. Et la confection, finalement, a repris du poil de la bête à un certain moment, là, je dirais autour des années 2000. 2010-2012 environ, ça a recommencé à revenir ici au Canada parce que c'est plus difficile de faire de l'importation. Les quotas sont, les quantités minimales pour faire de l'importation, c'est beaucoup plus élevé que c'était. Les délais sont très, très grands aussi. Donc, les gens qui voulaient avoir des trucs très rapidement se sont tournés à nouveau vers les usines qui étaient ici. Malheureusement, il y a beaucoup d'employés, beaucoup de travailleurs qui étaient dans le domaine de la confection de vêtements qui ont quitté pour d'autres domaines et qui sont jamais revenus. Donc, on a perdu beaucoup de main-d'œuvre et on a une pénurie grave de main-d'œuvre ici au Canada dans notre domaine, dans plein de domaines, mais spécialement dans notre domaine, on a une grave pénurie de main-d'œuvre. Et c'est ça, donc le département d'articles promotionnels, vêtements promotionnels, mais ça, c'est en fait du marketing par l'objet. Donc là, j'ai été encore plus plongé à l'intérieur de cette marmite-là de marketing, si on peut dire, où il y a plein de façons C'est quoi différentes exactement ton rôle, ta position? Je veux dire, à quel niveau est-ce que tu interviens? Quelle est ta zone de génie par rapport à cette entreprise familiale? Tu es juste sur cette partie qui est marketing, online, ou tu es dans le dur aussi? expressément dans le dur parce que online, c'est très difficile dans le sens où sur notre site Internet, on a 1,5 million de produits. L'entreprise s'appelle Production Extrême en passant, si jamais il y a des gens qui veulent aller voir. Ah, Euh, on va mettre les liens en description, bien sûr. OK. Donc, on a 1,5 million de produits sur le site Internet. On peut commander en ligne, sauf qu'on doit absolument parler à quelqu'un avant de finaliser la commande parce que ça demande une personnalisation. La personne doit mettre absolument son logo au bon endroit. Dans bien des cas, si, par exemple, je vais vous donner un exemple très facile à imager. Je peux avoir peut-être 500 sortes de T-shirts différents sur mon site. Mais à l'écran, les T-shirts vont tous avoir de l'air de la même chose. Je veux dire, un T-shirt, ça va rester un T-shirt. À l'écran, sur une image, ça reste que c'est toujours la même chose. Donc, à moins de connaître vraiment à fond le type de tissu qui est utilisé, les méthodes de tissage qui sont utilisées, qui sont souvent décrits en description lorsqu'on a notre produit sur le site, à moins de connaître vraiment c'est quoi les particularités de ces vêtements-là, ben, on ne sera pas en mesure de savoir si on va obtenir un T-shirt, par exemple, qui est très, très, très bas de gamme, qui est très entrée de gamme, ou un T-shirt qui, au contraire, est quelque chose qu'on pourrait se procurer en boutique, la même qualité, par exemple, que les grandes marques. Donc, à l'écran, ça va avoir l'air exactement de la même chose. Donc, c'est pour ça que dans notre domaine, malheureusement, c'est nécessaire d'avoir un contact avec quelqu'un pour être capable d'être bien conseillé. On peut toujours acheter en ligne, on peut toujours, il y a plein d'outils en ligne qui existent pour faire des achats en ligne et
ça peut arriver à l'occasion qu'on soit satisfait de faire notre achat en ligne et de recevoir. Je donne un exemple, si c'est un stylo, ben, c'est beaucoup plus facile, par exemple, de savoir que, par exemple, un bon vieux Bic, ben, on sait à quoi s'attendre parce qu'on sait que ça va être ça, qu'on connaît ça, puis il n'y a pas de Ou problème. des Quand on- infoproduits, par exemple, où ouais, forcément, on n'a pas, il y a pas, le risque n'est pas pareil, en fait, par rapport à la qualité du produit que tu vas recevoir. Tu sais déjà à quoi t'attendre, en fait. Exactement. Donc, mais bref, le côté marketing de tout ça, c'est ce que ça m'a appris, en fait, c'est tout le côté sensoriel autour du marketing. Donc on est quand même assez loin du marketing en ligne, mais en même Qu'est-ce temps, que tu entends par sensoriel? Tu fais allusion à l'humain ou je sais pas si Non, ben en fait, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une grande force derrière le fait que les entreprises laissent quelque chose à un client ou à un prospect, laisse quelque chose de physique. Il y a une grande force là-dedans parce que, je vous donne un exemple, j'ai une bouteille, là, les gens ne voient pas à l'écran peut-être, mais j'ai une bouteille ici qui est une bouteille d'un client là, qu'on a déjà fait une bouteille pour eux. Cette bouteille-là est sur mon bureau depuis plus d'une année. Et c'est la bouteille que j'utilise pour m'hydrater pendant les entrevues que je fais ou que je reçois. Et cette bouteille-là, j'ai la marque de mon client qui est dessus et elle est sur mon bureau pendant plus d'une année. Donc, je sais pertinemment que c'est ce client-là qui m'a, ben, dans le cas présent, m'a pas remis, mais ce serait cette personne-là qui m'a remis la bouteille en question. Et ça a une grande force parce que, je donne un exemple, si on est sur, par exemple, Facebook, on est dans notre fil Facebook, on va aller voir une publicité, on va voir la publicité une fois, c'est terminé. On va peut-être la voir plusieurs fois si la personne désire payer plusieurs fois. On va, ou si elle paye sur une longue durée, on va peut-être voir la publicité plusieurs fois. Euh, cette publicité-là, la publicité du marketing par l'objet, on l'a devant nous, devant les yeux, ben, dès qu'on reçoit cet outil-là et qu'on l'utilise, à ce moment-là, cet outil-là peut avoir 2, 3, 5, 10 années de vie et on va avoir la publicité devant les yeux tout le temps. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a le côté des sens qui rentre en ligne de compte. C'est ce que je disais juste avant de partir avec cette explication-là en lien avec la bouteille. Mais lorsqu'on est sur Facebook, par exemple, et qu'on voit une publicité pour l'entreprise de quelqu'un, ben, le seul sens qu'on va voir qui va être sollicité, c'est le sens de la vue. Et là, ben, peut-être que s'il y a du son, s'il y a de la musique, on va peut-être avoir Louis qui va embarquer. Mais dans le cas où, par exemple, on a des trucs odorants, ça se vend aussi des trucs odorants promotionnels où on a une bouteille, mais on a le sens du toucher qui vient entrer en ligne de compte. On a le goût aussi qui entre en ligne de compte si on parle d'une tasse à café, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de sens qui entrent en ligne de compte qui ne sont pas là lorsqu'on parle de marketing en ligne, qui sont franchement intéressants. Donc, je pense que le marketing par l'objet, le marketing sensoriel, vient vraiment en aide au marketing en ligne ou au marketing traditionnel pour faire en sorte que vraiment on va aller chercher un plus grand éventail de sens lorsqu'on fait notre marketing. Ah, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas trop et j'aurais plutôt tendance à dire que même s'il y a cette plus-value-là et ça peut créer peut-être une autre problématique qui est peut-être le, le, le- comment je qualifierais ça? De la friction en fait, vu qu'on est dans un monde aujourd'hui, tout va vite, les gens ils voient un truc, ils veulent cliquer directement, ils veulent rapidement avoir accès à ce dont ils regardent. En fait, la vue, elle pèse beaucoup plus par rapport aux autres sens, le toucher ou l'écoute, quoi. Ouais, ben en fait, ce qu'on va aller chercher avec les autres sens, c'est on va rester top of mind tout le temps. Donc, ça, c'est intéressant parce que la personne va nous avoir devant les yeux, va nous avoir près d'elle. Elle va utiliser. Et la clé dans tout ça, parce que souvent les gens me disent, ouais, mais ça ne veut pas dire automatiquement que les gens vont utiliser mon truc à moi. Tu sais, je redonne l'exemple du stylo. Si les gens vont dans des foires, par exemple, ou dans des conférences ou peu importe, durant une année, ils peuvent peut-être recevoir 15, 20, 30 stylos différents. Qu'est-ce qui va faire que ça va être ce stylo-là que les gens vont utiliser? Bien, ça, c'est à vous de voir vraiment, de faire en sorte que le stylo que vous allez acheter pour votre entreprise, qui va porter votre nom, euh, premièrement, va être celui qui va être utilisé. Donc, allez-y pas nécessairement avec le stylo qui coûte le moins cher, allez-y avec le stylo
qui est le plus intéressant à écrire avec, qui est le plus intéressant à tenir en main, etc. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche de mettre un appel à l'action sur l'item en question pour amener les gens ailleurs dans votre univers par la suite. Donc, vous pouvez très bien les prendre du marketing par l'objet et de les amener dans votre univers en ligne par la suite en les amenant quelque part pour avoir une porte d'entrée, par exemple, pour votre site Internet ou une offre de service ou un cadeau spécial ou peu importe. Ça peut très bien servir à faire plein de choses comme outil à l'intérieur de votre stratégie marketing. Yes, top. Aujourd'hui, tu enseignes aux entrepreneurs, notamment des coachs aussi, ou des propriétaires d'entreprises à créer du contenu hautement engageant qui génère des résultats profitables. Et cela, c'est notamment par du texte, des blogs, mais plus par du podcasting, en fait. C'est le biais par lequel moi, j'ai entendu parler de toi pour la première fois. Mm-hmm. Euh, En lisant quelques-uns de tes articles, il y a ce truc qui revient toujours à chaque fois, comme l'audio. Le podcast, c'est quelque chose qui, plus que le blog, va tout révolutionner, en fait. C'est ce qui laisse entendre, en fait. Je sais que on peut nuancer encore, mais c'est ce que moi, j'ai envie de dire. C'est ce que moi, je retiens à la fin, en fait. C'est le podcast, c'est le nouvel Eldorado, en fait. Oui, ben c'est ça. Je pense que ce qu'il faut nuancer dans tout ça, c'est que Google est pas encore au point où on aimerait qu'il soit si on compare avec le texte, par exemple, C'est une et grosse si on compare évolution. le texte et l'audio. Il y a une grosse évolution déjà. Google qui a de plus en plus je sais qu'ils sont en train de travailler en tout cas sur des méthodes ou des moyens avec des algos de faire référencer la voix, le son. Oui. Et déjà c'est disponible dans l'engin de recherche de Google, c'est déjà disponible. Les podcasts sont déjà référencés tels quels. Il y a déjà la possibilité d'avoir des résultats de recherche qui vont directement puiser à l'intérieur des podcasts. Sauf que présentement, c'est issu du texte qu'on va mettre en accompagnement avec le fichier audio. Mais éventuellement, oui, Du effectivement. coup, c'est quoi? C'est le texte qui est que l'on rédige sur l'agrégateur de podcast ou c'est ce qui est rédigé sur l'article de blog enfin, du site qui porte le podcast en fait. Oui, exactement. Présentement, c'est ce que Google va reconnaître et présentement, ils sont en train de travailler sur justement le fait Non, de non, ma question, en fait, reconnaître. c'est quel texte, en fait, puisque lorsque tu héberges ton texte, tu l'écris, en fait, sur ton agrégateur de podcast et c'est lui qui le diffuse grâce au flux RSS sur les autres canaux traditionnels. C'est ce texte-là qui est référencé ou alors c'est le texte que tu écris sur le site de ton podcast, en fait? Sur les notes d'épisode. Et c'est très souvent le texte qui va. En fait, c'est dépendant de l'hébergeur que tu utilises, mais généralement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va aller mettre un épisode de podcast sur notre site, par exemple, on va avoir un texte, comme tu l'as mentionné tantôt, les notes d'épisode qui vont être là. Et ces notes d'épisode-là vont être référencées par les moteurs de recherche de Google. Et c'est là-dessus que présentement, on se base pour dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un épisode de podcast. Sauf que on peut très bien présentement être en train de faire la discussion qu'on a présentement. Et toi, si tu décides de mettre, par exemple, dans tes notes d'épisode que, je ne sais pas moi, c'est un épisode sur les jeux vidéo, ben Google va présumer que c'est un épisode sur les jeux vidéo parce que présentement, l'outil pour aller lire l'audio, spécialement en français, n'est pas là et encore plus avec l'accent québécois. Mais c'est pas encore à point, mais c'est une question de semaines ou de mois avant que ce le soit. Mais tout ça pour dire que à partir du moment où Google va avoir l'option va avoir l'opportunité de venir lire les fichiers audio et pouvoir documenter, pouvoir référencer ces fichiers audio-là directement dans son engin de recherche à partir directement de ce qui est créé de façon audio, là, ça va être vraiment une très, très grosse révolution. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est présentement, l'ère du podcast est vraiment au même point que, par exemple, on pouvait être avec Facebook en 2006-2007, c'est-à-dire dans les tout débuts. Même chose avec 2011-2012 avec Instagram, 2013-14 avec Snapchat. Donc, dans les débuts de chaque plateforme, de chaque nouvelle façon de communiquer, il y a toujours les early adopters qui sont là, les gens qui arrivent
avant tout le monde ou qui sont là dès les tout débuts et qui vont profiter vraiment de la vague initiale pour être là avant que la grosse masse soit là et vienne, je dirais pas polluer. Dans le cas des plateformes comme Facebook et Instagram, je pense qu'on s'est, à Tu un peux le certain dire, hein, moment, pollué, tu peux le dire clairement. ouais, je pense que on est rendu là, sauf qu'en quelque part, les algorithmes viennent nettoyer, jusqu'à un certain point, viennent nettoyer tout ça, viennent à tout le moins diminuer cet impact-là de contenu qu'on ne veut pas nécessairement avoir. Mais les podcasts s'en viennent définitivement là dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, moi, j'anticipe qu'à la fin de 2019 ou à quelque part en 2020, on va avoir cette opportunité-là de pouvoir faire lire notre audio directement par Google, peu importe la langue dans laquelle on va se prononcer. Parce que si on regarde, là, juste rapidement, là, si on regarde présentement, lorsque on upload un fichier vidéo sur YouTube qui appartient à Google, l'outil de YouTube est capable de lire et de délivrer des sous-titres sur notre vidéo. Ouais, de façon Que ce textuelle, soit, ouais, c'est vrai. donc, que ce soit en français ou en anglais, l'outil de YouTube est capable de le faire. Donc, si l'outil de YouTube est capable de le faire et que ça appartient à Google, je ne vois pas comment ça pourrait être si complexe de récupérer cet outil-là seulement pour l'audio et d'aller le mettre partie prenante de ton algorithme de recherche pour faire en sorte que tu vas aller lire les fichiers audio. Donc, peut-être qu'il va y avoir certains changements à faire au niveau des plateformes d'hébergement pour rendre les trucs un peu plus accessibles pour les robots de Google. Je ne sais pas, c'est possible que ce soit un peu des petits ajustements que l'industrie du podcast va devoir faire pour s'assurer que ça va bien fonctionner. Mais ceci dit, j'anticipe que ça va venir dans les prochaines semaines, prochains mois. D'ailleurs, j'avais reçu le directeur de Google Podcast, qui est pas mal le gars le mieux placé pour nous renseigner Mhm. sur le dossier. Je Ouais, l'avais reçu on, il y a à peu près un an, jour pour jour. Là. on va mettre le lien de l'épisode en description. J'imagine que c'était sur le podcast Accélérateur. Non, c'était sur l'Académie du podcast et c'était à l'épisode, je pense, c'était à l'épisode 2 ou à l'épisode 3. Top, on va le mettre dans la description. Je vais un Ouais. petit peu revenir en arrière sur lorsque tu disais qu'il y a moyen de faire référencer le texte qui porte en fait l'épisode de podcast. Ça veut dire quelque part pour les petits filous, il y a peut-être moyen de jouer un petit peu dessus en rankant un petit peu sur des mots qui font monter, des mots qui sont déjà en avant, même s'il ne s'agit pas c'est pas le sujet qui est exactement traité lors de l'épisode, il y a moyen de jouer dessus juste pour faire remonter son podcast, en fait. Ben, en fait, est-ce qu'il y a moyen de faire remonter son podcast? Non, pas vraiment, parce que ça va rester que, tu sais, je reprends l'exemple de tantôt. Si dans tes textes, dans tes notes d'épisode, tu vas mettre que, par exemple, c'est un podcast sur les jeux vidéo, ben, dans l'outil de iTunes, qui est le deuxième plus gros engin de recherche au monde après Google, quand les gens vont taper, par exemple, je ne sais pas moi, Game of Thrones, par exemple, ben, ils vont se retrouver sur un podcast d'entrepreneurs. Donc, ça n'a C'est pas pas logique. trop de sens. Ouais. Exact. Donc, même chose sur ton site. Donc, tu sais, il n'y a pas vraiment moyen de jouer sur. Sauf que présentement, Google n'a pas de façon de pouvoir voir il y a un clash entre les deux. Là. Yes. J'ai fait les choses à l'envers. J'aurais dû te demander avant, comment est-ce que tu en es arrivé à te lancer dans le podcasting? Le podcast est arrivé dans ma vie par un ami avec lequel je suis allé à l'école et j'ai joué au hockey pendant plusieurs années. Et à un certain moment, on s'est perdu de vue. Lui est parti dans une autre province étudier à l'université. Puis quand il est revenu, ben, il était dans son cercle d'amis de sa ville un peu plus loin qui n'était pas nécessairement près de la mienne. Donc, et finalement, ben, on est revenu ensemble. On s'est revus au début des années 2010, je dirais 2012-2013 environ, on s'est revus à ce moment-là. Et puis, lui, à un certain moment, on a organisé un genre de retrouvailles pour les anciens joueurs de hockey, les anciens coéquipiers. Et puis, on s'est retrouvés autour d'une bonne bière. Puis là, on a jasé d'un paquet de choses. On s'est rendu compte qu'on était tous les deux dans l'entrepreneuriat, qu'on avait tous les deux des business, etc. Et puis là, ben, à un moment donné, il m'a parlé de podcast. Puis là, ben, j'ai dit, OK, je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus. Je me suis rendu compte qu'il a animé un podcast qui a été vraiment très, très,
avec beaucoup de succès. Il y a On eu peut le citer ou... ouais, tout à fait. Il s'appelle Dominique Sicotte. Dominique a animé ce qui était à l'époque En affaires avec passion. Son podcast a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Leader d'exception. Mais à l'époque, ça s'appelait En affaires avec passion. Et il a eu la chance de recevoir, entre autres, des gens pas très connus comme Gary Vaynerchuk, comme Grant Cardone, comme Mitch Wow. Joel, Daniel Henkel, Serge Beauchemin, qui sont des Canadiens très connus aussi. Donc, J'imagine le podcast était en anglais. Voilà. non, même pas. C'est un podcast en français. Et c'est un podcast qui, l'entrevue se faisait en anglais et lui traduisait au fur et à mesure ce qui se Ah, disait. ok. Donc, c'était vraiment, mais Wow, c'est du simplement gros boulot, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai tenté dernièrement. L'épisode n'est pas encore sorti. J'ai eu une interview avec, euh, je sais pas si on dit une entrepreneuse ou un entrepreneur femme, je sais pas, ouais, ouais, ici en Allemagne. Et là, je suis en train de faire traduire l'épisode en français. C'était un gros boulot, en fait. Niveau ouais. montage, baisser le son et faire remonter la partie de la traduction. J'imagine que faire plusieurs séries comme ça en anglais et faire traduire en français, c'était du gros taf, en fait. Ouais. Non, non, c'est ça. Puis le simple fait de pouvoir avoir des gros noms comme ça, moi, j'ai découvert un paquet de top entrepreneurs via son podcast. Et tout ça, là, je vous dis, c'est pas sur 300 épisodes, là. Il a animé, je pense, dans la première mouture de les affaires en affaires avec passion, ça a été environ 60 épisodes. Et il a Mhm. eu la chance de recevoir tous ces gros noms-là sur ces 60 Dès le début, déjà. dès le début. Ouais. Et Donc, on ça est a en été quelle vraiment. année, là, si c'est pas indiscret? Ça, c'est 2013. 2013, ouais. Ouais, je pense que ce moment, Gary avait déjà son propre podcast, j'imagine, à l'intérieur. Oui, il y avait Wine Library TV à ce moment-là qui était quand même assez bien connu avec son magasin de vin avec son père. Donc, Mhm. ça, c'était déjà très, très, très connu. Donc, il commençait vraiment à être le Gary Vaynerchuk qu'on connaît aujourd'hui. Là, il était vraiment dans les débuts, mais quand même. Et ça a été une révélation pour moi parce que j'ai dit, écoute, c'est fou de pouvoir se mettre en contact avec des gens aussi connus aussi rapidement, juste parce que tu as un show et que tu décides d'amener cette personne-là en entrevue, c'est complètement malade. Donc, j'ai dit, OK, je démarre un podcast. Donc, j'ai lancé un podcast en 2014. J'ai acheté une formation d'un podcasteur très connu aux États-Unis et un formateur très connu aussi aux États-Unis qui s'appelle John Lee Dumas. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est un, Pas du tout. un podcasteur, c'est un podcasteur très, très, très connu aux États-Unis. Et puis, j'ai acheté sa formation, mais moi, je suis T'avais déjà lancé ton podcast ou tu t'es formé non, avant de lancer avant de lancer le podcast, j'avais acheté sa formation. Et comme je suis un marketeur, ben, je n'avais pas besoin de toute la partie marketing. Donc, moi, dans ma tête à moi, j'allais prendre les quelques points techniques que ça prenait pour lancer mon podcast et je lançais mon podcast et le tour était joué parce que le reste de la roue, ben, au courant, puis je savais exactement comment ça fonctionnait. Et finalement, je me suis carrément planté. J'ai fait 5 épisodes et j'ai abandonné le podcast par la suite. C'était Parce déjà que l'accélérateur ou tu étais sur autre chose? non, c'était Promo King. En fait, c'était relié avec l'entreprise d'articles promotionnels. C'est un podcast qui se voulait vraiment axé sur le branding Mhm. et puis sur des histoires de branding et tout ça. Et bon, parce que j'avais pas la bonne structure, parce que le podcast, ça demande une certaine structure, ça demande une certaine constance, ça demande une certaine discipline. Si on veut être capable d'avoir du succès avec notre podcast, ça demande ça. Vraiment, c'est primordial. C'est Et je quoi me que suis tu rendu appelles le compte. succès justement dans le podcasting? Est-ce que tu as des métriques comme ça qui te permettent de dire que ça, c'est un podcast qui a du succès ou qui va avoir du succès, quoi, qui va avoir de l'attraction en fait? Est-ce que tu as des Ben, exemples comme c'est difficile d'aller mettre des chiffres sur ça parce que il y a certains podcasts qui peuvent avoir des clientèles qui sont très, très, très mainstream, mais que leur clientèle va être beaucoup moins engagée envers le podcasteur. Dans mon cas, à moi, j'ai pas, tu sais, j'ai pas des milliers de téléchargements à chaque épisode. On parle environ, pour l'accélérateur, on parle environ 500-600 là, au moment où on se parle. L'été, c'est un peu plus tranquille, là, donc 500-600 par épisode environ. Mais ce que je remarque, ce que c'est que tu comptes, les c'est les gens, téléchargements ou les écoutes? en fait, et ça aussi, il faut faire attention parce que
les seules plateformes qui sont vraiment reconnues pour avoir des statistiques qui sont justes sont Libsyn iTunes. et Blueberry. Ah, ça veut dire SoundCloud et encore, c'est pas. Leur méthode de calcul n'est pas suffisamment précise pour offrir un chiffre sur lesquels les gens vont pouvoir se baser. Et quand je dis les gens vont pouvoir se baser, c'est que là, on saute du coq à l'âne, mais par exemple, quelqu'un qui voudrait afficher sur ton podcast, par exemple, je ne sais pas quel hébergeur tu utilises, mais disons que tu utilises Blueberry. Encore FM. OK. Bon, donc, il va te demander les chiffres que tu as, mais il va les prendre avec, si c'est un annonceur qui connaît vraiment ça, il va les prendre avec un bémol parce que souvent les chiffres offerts par Blueberry et Libsyn sont beaucoup plus bas que SoundCloud, par exemple, ou n'importe quelle autre plateforme de podcast. Parce que les standards du marché au niveau des statistiques, ce sont Blueberry et Libsyn qui les ont fixés. Et ce que ça fait, c'est que souvent, il va y avoir des plateformes d'hébergement qui vont compter le nombre d'écoutes, mais si quelqu'un vient 3 fois pour écouter 3 fois ou écoute en 3 sections différentes, ça va compter pour 3 écoutes. Il y a plein de trucs dans les statistiques comme ça qui viennent jouer les statistiques et qui font en sorte que lorsque l'annonceur veut payer par 1000, parce que ça se paye comme ça, là, c'est par 1000 Coup par auditeurs, mail, par ouais. 1000. Donc, à ce moment-là, le coût va être biaisé parce que la statistique sera pas bonne. Donc, ça, c'est une première des choses qui fait en sorte que c'est difficile d'établir un chiffre pour dire que si un Ça veut dire podcast a du succès. ces instruments-là, ça peut reconnaître une personne qui a déjà écouté le podcast peut-être sur une autre plateforme. S'il écoutait sur, je sais pas, sur Spotify ou sur Deezer, mais que c'est la même personne, ça revient au même problème en fait. Je pourrais pas dire exactement le fonctionnement de comment ils font ça là, au niveau de Blueberry ou au niveau de Libsyn, mais je sais que les standards de statistiques ont été fixés par ces gens-là. Il y a un Mhm. nom, je ne me rappelle pas du nom, là, par exemple, là, mais il y a un nom dans le standard de statistiques et c'est les deux seules plateformes qui détiennent ça. Et c'est ce que les gens utilisent comme base pour dire normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on recule de 4 semaines. Donc, exemple, l'épisode qu'on fait ensemble aujourd'hui. On la laisse vivre pendant 4 semaines et on va regarder le chiffre au bout de 4 semaines. Ça va nous donner, grosso modo, un aperçu de ce qu'on a comme auditeur par épisode à ce moment-là. On peut faire une moyenne, évidemment, parce que certains épisodes qui peuvent être plus populaires que d'autres. Mais donc, c'est ça. Ça va nous donner quand même une bonne idée. Ceci dit, la clé, comme dans n'importe laquelle des méthodes de création de contenu qu'on va utiliser, la clé, c'est vraiment l'engagement qu'on va avoir avec les gens. Parce qu'on peut bien faire une publicité sur Facebook qui va être vue par 10 millions de personnes, mais si au final, on fait 3 ventes avec 10 millions de personnes, qu'est-ce que ça donne? Mais est-ce que c'est possible de mesurer cette donnée-là des personnes après l'annonce, cet engagement-là, le nombre de personnes qui achètent un produit, un service par rapport au nombre d'écoutes? Est-ce qu'il y a moyen techniquement, un petit peu comme sur Google Analytics, de mesurer ce genre de données-là? C'est possible? La meilleure mesure qu'on va avoir pour un podcast, c'est les gens qui vont s'engager envers vous et qui vont venir vous parler directement suite à l'écoute d'un épisode. Mhm. Donc, si les gens écoutent l'épisode présentement et décident d'aller vers toi par la suite pour discuter de ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui et de te faire un commentaire ou d'aller, par exemple, partager l'épisode ou des choses comme ça va te donner l'heure juste, en fait, sur la réussite de ton podcast ou non. Donc, peu importe le nombre d'écoutes qu'il va y avoir, comme j'ai dit, l'idée, c'est qu'on veut faire avancer à partir de notre podcast. On veut, plus souvent qu'autrement, le podcast, ça va être un point d'entrée dans notre univers. Ça va être un point d'entrée comme un article de blog peut l'être. Donc, les gens vont arriver à nous suite à une recherche dans Google, suite à une recherche dans iTunes, suite à un partage sur les médias sociaux. Ils vont arriver vers nous, ils vont écouter l'épisode en question et par la suite, il y a une décision qui doit se prendre. Est-ce que je poursuis? Est-ce que je vais aller plus loin dans l'univers de cette personne-là? Ou si je fais juste passer mon chemin et je continue? Donc, la clé pour la réussite d'un podcast, c'est vraiment de définir pour s'assurer qu'on a une suite avec ces gens-là.
Ah, c'est très pertinent. Je me revois moi-même, en fait, lorsque j'entre pour la première fois dans un nouveau podcast. Généralement, quand ça me frappe, quand c'est quelque chose qui me parle, je vais tout écouter. Je vais aller dès le départ, premier épisode, je vais tout écouter jusqu'à la fin. Contrairement à un truc, lorsque je check un des épisodes, ça prend pas. Généralement, je creuse pas plus que ça, quoi. Exact. On a fait une grosse tangente là, tu m'excuses. On va revenir. Tu disais que lorsque tu as lancé, tu as donc fait cette erreur après les 5 premiers épisodes. Et là, c'était un podcast, c'était pas l'accélérateur. Tu as dit que c'était un podcast qui C'était était. Promo King, il a été relancé par la suite, donc il est encore dans iTunes, ça existe encore ce podcast-là. Il a été relancé, j'ai refait une série d'épisodes. Le but visé par ce podcast-là, c'est vraiment d'être présent dans l'algorithme de Google lorsque ce sera disponible, parce que je sais pertinemment que dans le domaine de l'article et du vêtement promotionnel francophone, je pense pas que ça existe. Donc, je suis probablement le seul podcast de ce domaine-là, ce qui va faire en sorte que lorsque ce sera disponible dans l'algorithme de Google, ben, automatiquement, ce sera le mien qui va sortir parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, le but visé, c'était ça. Donc, c'était pas nécessairement d'avoir une audience qui serait là semaine après semaine parce que on s'intéressait sur une base régulière à dire je veux faire un stylo, alors et la semaine prochaine, on va parler des t-shirts, et la semaine prochaine, on va parler des polos, et la semaine prochaine, on va parler de la broderie. Je pense pas que ça intéresse nécessairement des gens, à part les gens du milieu qui sont pas des clients potentiels pour moi. Donc, c'est vraiment d'être là, présent. Donc, j'ai créé, je pense qu'on est rendu à une trentaine d'épisodes environ, qui sont juste là. Et là, présentement, il n'y a pas d'épisodes qui sont produites au moment où on se parle. Il va possiblement y en avoir d'autres, une autre série peut-être cet hiver là, qui va être produite. Mais donc, bref, ce podcast-là a été réédité en 2018 et est existant au moment où on se parle. Mais l'accélérateur, qui était mon autre podcast que j'ai décidé de lancer, lui, ça a été parce qu'à un certain moment, je me suis posé la question à savoir pourquoi j'ai échoué. Et ben, la réponse était simple, c'est que la structure n'était pas bonne. J'avais pas, comme je t'ai dit tantôt, l'idée, c'est d'être capable d'être discipliné pour avoir des gens qui sont là semaine après semaine sur ton podcast, des gens que tu vas pouvoir produire ton podcast de façon régulière, qui va avoir une qualité qui va être similaire d'un épisode à l'autre, ou même en allant s'améliorant, mais à tout le moins similaire. Ensuite, que tu vas être capable d'aller chercher de l'engagement dans ces podcasts-là pour t'assurer justement que tu amènes les gens d'un point A à un point B, C, D, E par la suite. Donc, ça demande une certaine structure. Parce que oui, c'est très faisable de démarrer un podcast en allant, par exemple, sur Ocha ou sur n'importe quelle plateforme d'hébergement de podcast. Et eux, ils vont te donner des tutoriels pour que tu puisses lancer le podcast et ça va fonctionner. Tu vas être capable de mettre en ligne, ça te prend un petit micro ou ça ne te prend même pas de micro. Tu peux même Avec prendre ton téléphone, c'est directement ton tellement facile téléphone. aujourd'hui. Exactement. Ça Donc, te tu peux coûte très, très rien. bien faire ça. Et ça coûte à peu près rien. Donc, c'est très, 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 très facile, très faisable de le faire. Est-ce qu'on va avoir du succès avec un podcast comme ça? Peut-être. Probablement pas. Et c'est ça qui m'est arrivé, moi, de mon côté. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai repris la formation de John Lee Dumas et j'ai acheté 3 autres formations qui existaient sur le marché. Il y avait, en fait, il Wow. n'y en avait que 3. Là. Essentiellement, il n'y en avait que 3. Alors, j'ai acheté les 2 autres formations pour en faire 3. Et je suis littéralement tombé en amour avec le format, ce qui a fait que, par la suite, j'ai décidé de lancer ma propre formation en français, une formation en ligne. Puis on pourra revenir tantôt, mais c'est ce qui a fait que, dans le fond, les trois formations qu'il y avait là, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de différences. Évidemment, il y a des similitudes, là, parce qu'on s'entend soumettre un flux RSS, peu importe à qui on s'adresse, ça va toujours être la même chose. Mais il y avait des similitudes dans la façon de travailler, dans la façon de faire le podcast. Il y avait des choses différentes d'une formation à l'autre. Donc, je trouvais ça intéressant de trouver ma propre couleur à travers ça. Et c'est ce qui a amené au lancement de l'accélérateur et par la suite au lancement de l'Académie du podcast qui est venu plus tard. Mais l'accélérateur, c'est 2017 que ça a été lancé, juin 2017. Et ça fait maintenant donc 2 ans et quelques mois. Et puis 217 épisodes plus tard. Mais ce que je voulais dire par rapport à la structure, la structure, c'est ce qui va me permettre, par exemple, pendant tout le mois de septembre, dans mes 2 podcasts, de faire 2 épisodes par semaine.
sans que je me sente complètement overwhelmed, comme on peut dire en bon français, complètement dépassé par, là, j'ai 2 épisodes par semaine à faire sur 2 podcasts, donc j'ai 4 épisodes par semaine. La raison pour laquelle je veux faire 2 épisodes par semaine sur mes 2 podcasts au mois de septembre, c'est parce que le mois de septembre, c'est le mois international. Mais en fait, la journée internationale du podcast, c'est le 30 septembre. Donc, ça se termine avec le dernier jour de septembre. Donc, pour moi, le mois du podcast, le mois international du podcast, c'est le mois de septembre. Donc, j'ai décidé de produire un épisode de plus, justement, pour honorer le podcast international. Mais la structure, la façon de bâtir le podcast, c'est ce qui va me permettre de faire ces 8 épisodes-là, 8 épisodes par podcast, en fait, sans me sentir complètement dépassé parce que j'ai autant de production que ça à faire. Moi, ce que j'ai fait dès le départ, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pensé dès le départ parce que j'avais très, très, très peur de ne pas avoir, par exemple, des invités pour une semaine. Vu que je pars de rien, je suis pas connu forcément. C'est genre, je me suis enregistré une bonne dizaine d'épisodes. Et dès que j'avais réussi à enregistrer les 10 épisodes, c'est là où j'ai lancé officiellement mon podcast, en fait. Et là, même s'il y a des gens qui, peut-être, qui annulent des rendez-vous, j'ai toujours quelque chose pour remplacer, en fait. Oui, ben c'est une bonne façon de faire. Peut-être que 10, c'est un peu insécure, Ouais, je mais pense que c'était plus par rapport à mon complexe de ouais, je suis personne, je vais pas avoir de. Et c'était une façon de tester aussi. Si je réussis à avoir 10 personnes qui veulent bien passer en interview avec moi, malgré le fait que je suis pas forcément, je suis personne déjà de base, ça veut dire qu'il pourrait potentiellement avoir un intérêt à ce podcast-là, quoi. C'était ouais, peut-être une ben, façon aussi de valider l'idée, mais aujourd'hui, c'est pas pour dire que j'ai toujours 10 épisodes d'avance, je dois avoir 5 ou 6 d'avance, mais quand même, c'était pour valider en fait l'idée et de toujours avoir cette zone sécure, comme tu l'as mentionné précédemment. Et ça me permet de faire toujours les choses bien et par à la bourre, de prendre le temps de bien faire les choses, pas juste d'interviewer la personne parce que j'ai besoin d'un invité, mais plus par rapport à la qualité de ce que j'ai envie de mettre en avant avec cet invité-là, quoi. exactement. Puis c'est ce qu'on conseille aux académiciens dans l'Académie du podcast, les gens qui viennent avec nous, on leur conseille justement de démarrer avec au moins 3 épisodes d'avance pour justement ne pas se sentir pressé de devoir créer du contenu à la sauvette et se rendre compte qu'au final, au lieu d'améliorer la qualité de notre contenu au fil du temps, ben, c'est le contraire. Puisqu'on est pressé de créer du contenu, ben, on crée un peu n'importe quoi. Puis on se rend compte qu'au final, le contenu est moins riche et ben, ça fait en sorte qu'on perd des auditeurs plutôt qu'en gagner. Top. Là, on a compris un petit peu d'où tout est parti pour le podcast pour toi. Et avant d'entrer un petit peu dans de creuser encore davantage, même si on a dit plein de choses déjà, surtout sur ce qui est formation, sur ce qui est comment débuter, j'aimerais que tu nous dises pour- c'est quoi l'impact d'un podcast aujourd'hui dans le branding, que ce soit pour son propre personal branding ou pour une entreprise. Là, je peux citer par exemple euh, euh, Pauline, que tu dois connaître, Pauline Lénaud Le Gratin, je crois que c'est comme ça. Avant, c'était la crème de la crème, maintenant le podcast s'appelle Le Gratin. OK? Elle a une entreprise qui vend des bijoux de luxe. Et elle a associé à cette entreprise-là. C'est pas une association directe, vu que le podcast, c'est une interview de d'autres entrepreneurs. Ils parlent pas forcément des bijoux, mais c'est quand même aussi comme un produit d'appel, comme une porte d'entrée, en fait, dans un certain univers et pour potentiellement vendre des produits de cette marque-là. Euh, Oui, bien, ça peut apporter, tu sais, dans le cas présent, dans l'exemple que tu viens de citer, c'est un exemple clair de gain de notoriété. Donc, la personne essaie de se faire connaître à travers son podcast pour éventuellement que ça rejaillisse sur son entreprise. Et ça, ben, c'est peut-être un des points majeurs d'un avantage d'avoir un podcast. Plusieurs autres point facile et très, très intéressant d'animer un podcast, c'est qu'on est capable de produire du contenu. Tu sais, présentement, là, on est rendu à 49 minutes 10 ensemble. je ne vois même pas le 40 temps passer, hein. 49 minutes 10, là, ça, ce que ça représente, c'est grosso modo environ 10 000 mots. Donc, on a juste à penser que quelqu'un veut taper un texte de 10 000 mots, combien de temps ça va prendre? Nous, on a fait tout le contenu qu'on a fait en 49 minutes 10.
Et taper 10 000 mots, ben, on fait ça en plusieurs heures, là. Donc, tu sais, même pour quelqu'un qui est très, très, très habitué et qui a un doigté incroyable, ça va quand même prendre pour Ouais. faire la recherche, pour faire tout, Le temps de ça va réflexion et tout. exactement. Donc, créer du contenu, de la qualité qu'on est en train d'avoir au niveau de l'entrevue, euh, de le faire à l'écrit, c'est au moins 3 fois, sinon plus, en termes de temps. Parce que oui, il y a du travail de recherche à faire derrière, que toi, tu as fait une demande pour avoir l'entrevue, ensuite, tu as préparé tes questions, ensuite, on fait l'entrevue, ensuite, il va y avoir un travail de montage à faire et tu vas devoir le mettre en ligne. Donc, oui, il y a un travail à faire en amont et en aval, mais il reste que c'est définitivement 3 à 4 fois moins de temps créer du contenu à l'audio qu'à l'écrit. Et même chose pour la vidéo, parce que, bon, présentement, on n'a pas besoin d'avoir un super beau décor derrière. On n'a pas besoin d'avoir eu la maquilleuse qui a passé sur nous Ouais. ou peu importe. On fait ça a cappella directement derrière notre ordinateur et ça fait un résultat qui va être très, très, très fonctionnel. Alors que sinon, ben, ça prend l'éclairage, etc. pour faire la vidéo. Donc, et le montage est beaucoup plus complexe aussi. Donc, bref, il y a beaucoup d'avantages. On en a nommé 2. Donc, la notoriété, le fait de gagner du temps lorsqu'on crée du contenu, le fait de pouvoir se faire consommer à n'importe quel moment de la journée, parce que les gens peuvent nous consommer en faisant autre chose, tandis que l'écrit et la vidéo, ben, ça te demande du temps d'écran, alors que nous, au niveau du podcast, on n'a pas besoin de ce temps d'écran-là. Les gens peuvent nous consommer en marchant, en faisant la cuisine, Du sport. en s'entraînant. À la limite en conduisant. Donc, c'est des Ils peuvent choses que... arrêter, j'ajoute même, ils peuvent arrêter et revenir dessus parce que moi, c'est ce que je fais lorsque j'écoute, parce que j'écoute des podcasts qui durent parfois 3, 4 heures de temps. Je me pose, je vais faire autre chose, je reviens, je continue où j'ai mis pause. C'est rare pour une vidéo YouTube de s'arrêter et de revenir encore dessus. Généralement, lorsque tu arrêtes, Exact. tu passes à autre chose, quoi. Donc, il y a Exactement. vraiment Donc, tu sais, l'attention concentrée en fait plus concentrée sur ces trucs-là, quoi. ouais, exactement. Donc, il y a vraiment une foule d'avantages à pouvoir faire ça, à pouvoir avoir la chance d'animer un podcast. Tu sais, j'ai envie de te retourner la question, là. Tu sais, toi, je vois que ça a démarré au mois de mai, En fait, officiellement. au mois de mars, c'est juste que j'ai eu un petit souci technique. J'ai dû re-uploader les épisodes OK? après, mais ça a officiellement commencé au mois de mars. Mois de mars. Ouais. Donc, qu'est-ce que toi, tu vois comme avantage qu'il y a eu à animer un podcast depuis que ton podcast a été lancé? Wow, j'ai tellement d'avantages, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de clients, que ce soit en termes même de notoriété, parce que quelque part, c'est pas juste l'invité qui vient et qui fait sa propre promo. Tu profites aussi de cette aura de cet invité-là. Vu que c'est un petit peu comme, comment il appelle ça, Robert Cialdini, c'est comme une preuve sociale en fait, le fait de m'afficher avec Marco Bernat, qui est déjà une marque, qui représente quelque chose. Euh, les gens qui suivent Marco Bernat, ils vont se dire, si Marco Bernat, il s'affiche avec Guy Berthold, ça veut dire Guy Berthold, ils sont un petit peu dans ce même écosystème-là, quoi. Par Mhm. association, j'ai plus de chances de profiter de ton aura aussi. Et Exactement. ça, c'est quelque chose qui, ça pèse lourd, en fait, surtout dans le domaine du podcasting où les gens qui nous écoutent, en fait, ce sont des vrais fans, en fait. C'est rare que quelqu'un écoute une conversation de plus d'une heure de temps comme ça. Quelque part, c'est un peu comme si quand on parle, il y a une troisième personne qui s'assied à côté de nous, qui écoute la conversation, en fait. Ce sont des fans ultra qualifiés. Pas au D'ailleurs, on nombre, les remercie. bien sûr, bien sûr. C'est pas le nombre de YouTube, c'est pas autant de milliers et de milliers comme dans YouTube, mais au moins ceux qui sont là, ce sont des vrais en fait. Mais encore là, il faut faire attention parce que dans YouTube, les statistiques, là, on peut leur faire dire n'importe quoi. Dans YouTube, à partir de 3 secondes, ça compte pour une vue. Donc, est-ce qu'on considère que lorsqu'on a écouté 3 secondes d'un Ah, contenu, on a vraiment consommé ce contenu-là qui est, dans le cas que tu parles, une entrevue de 3 4 heures? effectivement. T'sais, donc, c'est très, très aléatoire, les chiffres. Comme je dis, si on s'arrête strictement aux chiffres, on va se décourager très rapidement de faire du podcast parce que, dépendant de l'outil qu'on utilise, on va avoir certains chiffres qui vont être un peu bizarres et tout ça. Et j'ai découvert ça en parlant avec des gens. Et il y a des gens qui ont changé l'outil d'hébergement et qui ont été agréablement surpris ou déçus selon
qui change pour une plateforme d'hébergement qui est beaucoup plus stricte ou une autre qui est beaucoup plus permissive. Donc, Là, j'y pense justement de plus en plus avec ce que tu as dit avant. Ça me fait me poser des questions en fait sur les chiffres que j'ai, vu que mon podcast il est principalement hébergé sur Encore FM. Et je me dis peut-être. Et qu'est-ce que tu penses du fait d'héberger son podcast sur plusieurs agrégateurs en même temps? Est-ce que c'est, ça a du ah sens? ben l'avantage d'héberger chez Blueberry ou Libsyn, qui sont en fait, il y a trois géants là, au niveau du podcast. Et ça me permet de faire une petite mise en garde aux gens qui veulent héberger sur des plateformes gratuites. Dans la vie, il n'y a jamais rien de gratuit. Il n'y a pas personne qui va vous donner un accès à un serveur gratuitement juste parce que vous faites du bon contenu ou vous avez des beaux yeux ou vous demeurez en France ou au Canada ou peu importe l'endroit où vous habitez. Donc, il n'y a personne qui va faire ça. Alors, il y a toujours un coût à tout. Et le coût, ben, des fois, ça va être que votre courriel va se retrouver dans d'autres bases de données. Des fois, ça va être qu'à un certain moment, il va y avoir de la publicité dans votre plateforme. Des fois, ça va être parce qu'éventuellement, ça va être vendu et qu'ils vont finir par charger quelque chose. Bref, ça peut être dans le service qui est déficient. Ça peut être dans une foule de trucs qu'au final, vous allez finir par payer le prix. Les plateformes qui sont payantes dans le monde du podcasting pour héberger, parce qu'il faut comprendre qu'on doit prendre notre fichier, l'héberger sur une plateforme d'hébergement de contenu, et par la suite, on prend à partir de cette plateforme-là, on va les diffuser sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Donc, les iTunes de ce monde, les Spotify, les Deezer, peu importe, là, toutes les autres plateformes qu'il peut y avoir. Donc, la beauté la beauté. La différence entre avoir une plateforme qui est payante ou une plateforme qui est gratuite, c'est que, un, la plateforme payante va nous offrir un support qui est incroyable. Deux, va nous offrir des statistiques qui vont être vraiment sur la coche et qui vont vraiment nous donner une idée juste de ce que ça donne. On va avoir la possibilité de pouvoir distribuer sur l'ensemble des plateformes de lecture de façon automatisée. Donc, ça, c'est déjà intégré à l'intérieur de certaines plateformes gratuites, mais aussi au niveau des plateformes d'écoute payantes. Et dernière chose, ben, c'est que des plateformes gratuites, il y en a qui viennent et qui vont à peu près à tous les années, à tous les 2 ans. Et on les voit arriver, on les voit repartir. Alors, dans le cas où, par exemple, votre plateforme gratuite quitte, ben, vous allez devoir de toute façon prendre toutes vos pénates et diriger ça vers une autre plateforme d'hébergement par la suite. Alors que les trois gros, Podbean, Libsyn et Blueberry, sont là depuis je ne sais pas combien d'années, mais probablement tout près d'une vingtaine d'années. Donc, c'est des gens qui sont là pour rester. Et quand on dit là, qu'il y a un frais par mois là, pour un podcast comme le tien, par exemple, de 1 heure environ par semaine, on parle de grosso modo environ une vingtaine de dollars par mois. Vingtaine de dollars US par mois. Ça vous permet d'avoir la tête tranquille. Euh, je pense que c'est pas très cher payé pour vraiment avoir quelque chose qui est de grande qualité. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise. Sur Encore, pour revenir sur Encore, par ce même biais de flux RSS, il diffuse sur plusieurs plateformes. Moi, pour mon podcast, par exemple, il est diffusé sur près de 9 plateformes grâce à Encore via le flux RSS. Euh, Est-ce que par sécurité, tu suggères, en plus de cela, ag- euh, de mettre son podcast en même temps sur d'autres distributeurs comme, je sais pas, comme Podbean ou comme Blueberry, comme tu disais précédemment, ou alors de juste aller chez ces leaders-là et puis de pas forcément, parce que je pense, je sais pas, tu me diras, je sais pas si ces plateformes-là diffusent sur les mêmes flux RSS par exemple, que Anchor ou que d'autres concurrents, en fait. Est-ce qu'ils ont comme ça les mêmes flux RSS sur lesquels ils distribuent ou chacun a des partenariats comme ça avec des entreprises bien spécifiques entre euh, Spotify ou, je sais pas, Deezer? En fait, le flux RSS va provenir de ce que toi, tu vas vouloir faire. C'est-à-dire que si tu diffuses à partir de ton site Internet, ton flux RSS va probablement provenir à partir
ton site Oh, Internet pardon, directement. je n'ai pas défini avant, je ne sais pas, peut-être il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un flux RSS pour que les gens y voient un petit peu? Ben, flux RSS, c'est dans le fond un protocole de communication entre une plateforme, dans le fond, et des plateformes de diffusion, des plateformes de lecture. Donc, c'est ce qui va permettre à iTunes, par exemple, si on veut vulgariser au maximum, c'est ce qui va permettre à iTunes de savoir que c'est le lien entre iTunes et votre site Internet, par exemple, qui va dire, OK, à partir de maintenant, il y a un nouvel épisode qui est là et ce nouvel épisode-là va être positionné dans votre podcast sur iTunes. Mhm, Donc, ça se fait de façon automatisée à quelques minutes d'intervalle, 5 à 15 minutes, là, mais plus souvent qu'autrement, autour de 5 minutes. mhm. Et c'est fait de façon. Une fois que le lien est établi, ça se fait de façon automatisée. Automatisé. Donc, C'est juste pour moi, je relire, vous. hein, c'est pas pour spécifier, c'est pas hébergé chez iTunes. C'est juste un canal comme ça qui permet à iTunes, via ce flux, de lire l'épisode qui est hébergé chez l'agrégateur de podcast. Donc, c'est pas du tout Exactement. hébergé chez iTunes ou chez les autres distributeurs traditionnels comme Spotify ou Deezer. C'est ça. Donc, Spotify, Deezer ou iTunes, ce sont ou Stitcher, par exemple, ce sont des plateformes d'écoute. Donc, c'est strictement l'écoute qui va se faire à partir de ces plateformes-là. Et il y en a, je ne sais pas, peut-être, en tout cas, il y en a plusieurs dizaines, à tout le moins, Ouais, des Google plateformes d'écoute. Play, Overcast, il y en a Ouais, plein. exact. Donc c'est ça. Donc, à partir de là, moi, la plateforme diffuse aussi sur l'ensemble de ces plateformes-là, de façon automatisée pour les majeurs, les iTunes, les Google Podcasts, les Spotify et tout ça. Donc, ça diffuse de façon automatisée sur ceux-là. Les autres, ben, je peux aller m'inscrire dans ces répertoires-là en utilisant mon flux RSS, tout simplement. Mais pour répondre à ta question plus précisément, non, je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir un filet de sécurité. De toute façon, les fichiers, advenant par exemple qu'on est hébergé quelque part, puis qu'éventuellement cette plateforme-là décidait de fermer, par exemple, ben, moi, les fichiers, je les garde tous. Les fichiers que j'upload, les fichiers que j'envoie sur mon hébergement, Tu je as des les garde. copies? Donc, Ah, ok. je les garde localement. Donc, à la limite, si j'avais à refaire tout ça parce que du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre, le serveur explose et il n'y a rien qui est possible de récupérer, ben à ce moment-là, je le ferai. Dans le cas des plateformes payantes, comme je vous dis, il y a des backups de fait. Donc, ce serait extrêmement surprenant qu'on perde quoi que ce soit, même s'il arrivait une explosion dans le serveur principal de Blueberry, par exemple. Ce serait extrêmement surprenant qu'on perde quoi que ce soit parce qu'il y a des backups. Et c'est ça. Donc, c'est ce que nous offre une plateforme qui va nous demander quelques dollars par mois. Tu les gardes en local comme ça ou je suis sur des trucs comme le cloud de Google? Je sais pas. Non, je les garde en local parce que des fois, je vais les récupérer pour faire du montage, par exemple. Je vais faire des capsules avec quelques secondes Ah, des petits de chaque épisode. découpages là pour. Ouais. Ok, top. Ouais. Hum, pour revenir donc sur, est-ce que tu peux dire comme ça en 5 points, parce que quelque part, c'est quelque chose qui, pour entrer en profondeur, il y a quelque chose que tu proposes que tu pourras proposer aux auditeurs à la fin de l'épisode, mais est-ce qu'en 5 points, comme ça, tu peux résumer comment est-ce que quelqu'un peut lancer son podcast rapidement? Et- Ouais, ben en fait, même à ce moment-là, je pourrais même offrir deux options. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais offrir ton auditoire un premier plan. En fait, c'est la possibilité d'avoir en 5 points faciles exactement ce qu'on doit faire, dans le fond, dans un épisode de podcast pour avoir du succès. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est vraiment de penser au contenu. Donc, on parle vraiment d'avoir la possibilité une fois qu'on a lancé. Est-ce que c'est ça ta question? Est-ce que c'est une fois qu'on a lancé ou c'est pour lancer? C'est pour lancer en fait son podcast, pour OK. lancer dès le départ, pour commencer. OK. Donc, pour lancer le podcast, ben, la première chose qu'on doit faire, c'est de s'assurer vraiment de savoir exactement à qui on va s'adresser. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. On veut savoir exactement à qui on va s'adresser. On veut déterminer le persona exact à qui va s'adresser notre podcast parce que on ne peut pas baser le contenu qu'on va créer sur
sur ce que nous, on veut avoir, sur ce que nous, on veut faire, sur nos intérêts à nous. Il faut absolument qu'on base tout ça sur ce que ce que les personnes veulent écouter, parce que sinon, ça revient à dire que on va créer un contenu simplement pour nous écouter nous-mêmes. Donc, ça n'a comme pas de sens, là. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer du contenu que les gens ont envie d'écouter. Ça, c'est la première étape, dans le fond, de pouvoir pour mettre en place un podcast. Est-ce que tu allais dire quelque chose? Non, 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 je suis OK. tout tué. OK, donc c'est ça. Donc, la première étape, c'est celle-là. Ensuite, on va se poser la question quel format on veut utiliser. Donc, on peut utiliser une foule de formats. Ça peut être un format de, par exemple, interview, comme on est en train de faire. Ça peut être un format solo. Ça peut être des panels de discussion. Ça peut être de la co-animation. Il peut y avoir une foule de formats qu'on peut utiliser. Ça peut être un mélange de tout ça. Et encore une fois, on va toujours référer au persona. Donc, qu'est-ce que cette personne-là veut entendre? Qu'est-ce que cette personne-là préfère comme format et on va essayer de s'en aller directement directement pour satisfaire cette personne-là. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de déterminer exactement quel genre de durée on va vouloir faire et quel genre de fréquence on va vouloir faire. Donc, encore une fois, toujours en référence avec le persona. On veut savoir, est-ce que cette personne-là veut nous entendre à tous les semaines? Est-ce qu'elle veut nous entendre plusieurs fois par semaine? Est-ce qu'elle veut nous entendre en section de 10 minutes, de 15 minutes, d'une heure, de 3 heures? Qu'est-ce que la personne veut faire, outre qu'est-ce que nous, on veut faire. Parce que l'important, c'est de se poser la question, cette personne-là qui va nous écouter, est-ce qu'elle a le temps de nous écouter pendant 3 heures de temps? Disons, par exemple, on voulait faire des épisodes de 3 heures. Est-ce que la personne a le temps et a l'habitude, par exemple, de consommation de nous écouter pendant 3 heures de temps? Et si la réponse est non, ben, il faut peut-être sacrifier un peu sur la durée qu'on aimerait faire pour aller à ce que cette personne-là veut entendre, définitivement. Donc, ça, c'est une autre question qu'on doit se poser. Et par la suite, là, on va commencer à tomber dans les choix technologiques, donc que ce soit les choix de micro, les choix de plateforme d'hébergement, les choix de plateforme pour le montage, si on veut s'occuper de notre montage ou si on veut le faire faire. Et donc là, ça, c'est des choses qu'on doit, Toi, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que toi, par exemple, tu gères le montage complètement seul ou tu te fais accompagner peut-être pour gagner en temps? Non, je le fais moi-même de A à Z. Et j'imagine que, parce que on l'a pas dit, il y a aussi je pense que c'est de l'accompagnement ou c'est de la formation que tu vends pour le C'est les podcasting. deux. En fait, c'est une formation qui possède de l'accompagnement aussi en même temps. Donc j'imagine que tu sais que c'est un sujet que tu traites dans cet accompagnement. Oui, en fait, ben, l'Académie du podcast, la formation de l'Académie du podcast, c'est 80 vidéos. C'est 80 vidéos qui sont pas à pas. Donc, des vidéos ça varie entre 3 minutes et 40 minutes par vidéo, par exemple, Mhm. là, mais c'est environ une trentaine d'heures de contenu au total. Donc, ça donne vraiment le pas à pas là, du début, là, les étapes qu'on vient de faire ensemble, là, ces différentes étapes-là, jusqu'au lancement, jusqu'à la monétisation du podcast. Donc, ça, c'est une formation que j'offre directement sur l'Académie du podcast. Donc, Ça fait une très, très belle transition. Donc, sur l'Académie du podcast, euh, c'est quoi les formes de monétisation de podcast aujourd'hui? Comment est-ce que, on va aller sur un exemple plus concret, comment est-ce que toi, tu monétises tes deux podcasts aujourd'hui? ben, à titre d'exemple, ben, en fait, non, au départ, je vais simplement dire qu'il y a plusieurs façons. Donc, la première façon, ce serait simplement de récupérer des mandats, comme tu l'as dit que toi-même, tu avais sur ton podcast. Donc, de récupérer des mandats qui vont être issus des gens qui vont venir vers vous parce qu'ils vont écouter votre podcast, ils vont aimer ce qu'ils entendent, ils vont dire, OK, moi, j'ai une difficulté par rapport à telle chose, exactement ce que tu disais dans ton épisode. Donc, est-ce que tu peux m'aider? Donc là, il peut y avoir des mandats de coaching, des mandats de consultation qui vont sortir de ça. Il peut y avoir des formations qui vont sortir de ça. Bref, il peut y avoir une foule de choses directement reliées au simple fait que vous soyez derrière un micro. L'autre chose qu'il peut y avoir, c'est de la publicité. On en a parlé tantôt, les coûts par mille et tout ça, on a parlé de ça. Généralement, ce qu'on va obtenir, c'est environ entre 30 et 50 dollars US par 1000 auditeurs qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment pas beaucoup quand on considère le nombre d'écoutes qu'il peut y avoir. C'est Mhm. vraiment pas beaucoup. Je donne l'exemple, par exemple, tantôt je disais 500-600 de mon côté. Ben 500-600, ça veut dire que concrètement, dans un épisode,
j'aurais la possibilité d'aller chercher un 20 à 30 US environ par épisode pour un 30 secondes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup si on veut monétiser un podcast, Ce sont des considérant que ça fait annonceurs qui déjà... viennent par eux-mêmes ou il y a des structures comme ça en place qui... Parce que je sais, par exemple, sur Encore, ils proposent un petit peu comme sur YouTube de cliquer sur un bouton pour avoir une annonce publicitaire qui s'active automatiquement. Oui, ben ça, c'est leur façon à eux de se payer. Quand je disais tantôt qu'il n'y a rien de vraiment gratuit C'est dans la gratuit, vie, ouais. ben, c'est ça. Donc, eux, c'est leur façon de se payer. Donc, chose que Blueberry n'offre pas. En fait, Blueberry offre un programme complètement à part qui va avoir la possibilité d'offrir de la publicité, ils appellent ça de la publicité dynamique, là, une insertion dynamique à l'intérieur de votre podcast. Mais, mais vous allez choisir l'annonceur, il y a un paquet de processus qui sont là en place qui fonctionnent. Et c'est complètement à part de l'hébergement, donc c'est pas du tout la même chose. Et vous faites affaire directement avec l'annonceur, donc vous avez pas, il n'y a pas personne qui va se C'est gratter. l'annonceur lui-même qui parle ou vous vous entendez. Ouais, Parfois, c'est toi qui peux prendre toi-même l'annonce et la lire peut-être en début ou en fin d'épisode en fonction de... ça fait toute partie des choses qui sont à négocier avec l'annonceur. Et j'imagine ça varie à chaque fois en fonction de si c'est un truc qui doit te mettre en début d'épisode ou en fin d'épisode ou au Oui, milieu. exactement. Ouais, ouais. Tout est différent en fonction de l'endroit, de la durée, si c'est toi qui lis, si c'est eux qui lisent, si c'est une entrevue de 30 secondes, d'une minute avec le fondateur, le directeur marketing, peu importe, président, PDG, peu importe, de cette entreprise-là. John, non, non, pas, ben, Johnny Dumas fait ça aussi et Lewis House fait ça sur son podcast aussi. Ils font des mini-entrevues avec une personne ressource au commanditaire et Ouais. Je c'est pense leur façon de faire la Tim Ferry publicité. aussi, il se faisait sponsoriser même par LinkedIn. Ouais, je pense que c'est... Oui, ben c'est ça. Donc, ça fonctionne. Sinon, ben, il y a toujours la possibilité d'avoir la publicité de vos propres trucs. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise, de mettre une publicité qui dirige vers l'Académie du podcast, par exemple, lorsque je suis en période de lancement, je vais utiliser cette façon-là de faire. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très utile aussi. Vous pouvez carrément donner des appels à l'action vers des produits, vers des services que vous faites. Donc, encore là, il y a des façons de faire, il y a des façons de structurer tout ça pour monétiser, mais ça fonctionne bien, là, le podcast. Parce que les gens, comme tu l'as dit tantôt, les gens vont nous donner en moyenne, c'est une statistique qui est reconnue mondialement, les gens vont nous donner en moyenne 32 minutes de leur temps pour écouter notre podcast. Donc, s'ils nous donnent 32 minutes, ils ne sont pas en train de scroller pendant 2 secondes, 0,5 sur notre publicité sur Facebook. Ils prennent le temps de le lire, prennent le temps, c'est-à-dire ils prennent le temps d'écouter notre épisode, prennent le temps d'écouter le message qu'on a à leur mentionner et on a le temps de, entre guillemets, les convaincre de ce qu'on veut faire avec eux. Ouais. Vraiment, je te remercie pour toute cette transparence parce que là, c'est vraiment plein de pépites. Ce sont des infos qui ne sont pas très, très ouvertes ou qu'il faut beaucoup creuser pour avoir accès. Donc, et c'est vrai que on a plus d'une heure déjà là. J'aurai encore quelques questions, mais bon, on va essayer d'accélérer pour te libérer un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette... Je sais que tu as aussi un petit passage radio. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais encore. Est-ce que Ouais. euh, c'est quelque chose dont tu peux nous parler un petit peu de ça, de la radio? Oui, ben en fait, ça, c'est une autre chose qui a découlé directement du podcast. C'est-à-dire que j'ai interviewé 2 personnes sur mon podcast dans la première année de l'accélérateur. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, animent des émissions dans une radio dans la région de Montréal. Et ces gens-là, ben, la station de radio en question avait un peu de difficulté avec justement la mise en ligne de ces podcasts pour s'assurer que ce soit bien référencé sur l'engin de recherche et sur les réseaux sociaux. Donc, bref, les 2 animateurs ont mentionné à la station de radio de me contacter en disant, ben Marco, c'est la personne ressource pour vraiment mettre s'assurer que les podcasts vont bien faire et vont être bien référencés. Donc, pourquoi ne pas le contacter? Donc, la station m'a contacté pour un mandat de consultation sur leur truc de podcast.
Et quand j'ai rencontré la directrice, elle m'a dit ben Marco, en allant sur ton site, j'ai découvert que tu faisais un podcast, j'ai regardé ça. J'aimerais ça que tu me proposes une émission, j'aimerais ça que tu me proposes un concept d'émission pour que tu puisses venir animer une émission pendant la période estivale. On a une case horaire qui s'est libérée les mercredis midi. Donc, ça serait intéressant que tu puisses venir faire midi à 1 heure, une entrevue, etc. Donc, Waouh. sur le coup, moi, je suis à 45 minutes du studio. Donc, sur le coup, ça me plaisait plus ou moins d'avoir à faire 45 minutes aller, 45 minutes à revenir. Avec le trafic qu'il y a dans le coin de Montréal tout le temps, ça me plaisait plus ou moins. Mais j'ai dit, OK, mais laisse-moi travailler quelque chose. Et finalement, on a trouvé un concept qui était connexe à l'accélérateur, qui pouvait Mhm. me permettre d'amener des auditeurs sur l'accélérateur et d'amener les auditeurs de l'accélérateur à la station aussi. Donc, bref, ça a fait un beau Un projet crossing, sorte pilote. de crossing. Ouais, un crossover qui était intéressant, un beau projet pilote parce que c'est pas quelque chose qu'on voit dans le monde du podcast ou de la radio, d'avoir un podcast indépendant qui a une émission de radio à la radio. Donc, bref, je pense qu'on est assez précurseur dans tout ça. Je suis pas mal certain que ça va faire des petits. Et finalement, ben, j'ai eu l'émission et là, on est en période de renouvellement. On m'a demandé de revenir à l'automne. Donc, je vais poursuivre là, pendant l'automne, pendant l'hiver. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça me permet de rencontrer des entrepreneurs. À chaque fois, c'est des entrevues d'entrepreneurs de la région de Montréal. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et tout ça a découlé, encore une fois, du fait que j'animais un podcast parce que la dame à la radio a découvert le contenu que je faisais à ce moment-là. Donc, ça, c'est un autre truc qui peut provenir de l'animation d'un podcast. Excellent. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la plateforme qui s'appelle Magellan. Magellan? Ouais. Non. C'est une plateforme d'hébergement de podcasts aussi. Et il y a eu une petite polémique parce que, en fait, ils hébergent plein de contenus de podcasts différents et ils monétisent une partie de ces contenus qui sont de base gratuits lorsque tu vas sur iTunes ou sur Spotify. Et ces contenus sont déjà de base gratuits, quoi. OK. Et Non, j'ai pas vu ça. c'est dommage. J'aurais aimé savoir un petit peu ce que tu pensais par rapport à ça, par rapport à ce concept-là et cette nouvelle façon de monétiser là qui, euh, Ben, en, en fait, c'est probablement mais c'est pas les créateurs qui vont mettre sur Magellan. Est-ce que c'est les créateurs? en fait, il suffit que tu fasses une recherche, qu'une personne lambda fasse une recherche sur la plateforme pour que le podcast soit automatiquement référencé, en fait, vu que les flux RSS sont libres. Je pense pas qu'il y ait moyen de OK. bloquer les flux RSS. OK, je comprends. Ben, donc, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que Magellan fait l'argent sur le dos des créateurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, entre guillemets. Il y a eu un gros papier que Patrick Béja a écrit dessus. Patrick Béja, peut-être tu dois connaître de Oui, Rendez-vous. oui, oui. Ouais. Ah ben. Ben, je trouve ça un peu spécial, là, de créatif, mais spécial de ne pas rémunérer les créateurs, mais c'est le lot de tous les artistes, en fait, tu sais, avec les copies de films, les copies de CD, etc. Donc, je me dis qu'éventuellement, c'est. En quelque part, quand on arrive à une situation où il y a des gens qui essaient de voler notre contenu, qui essaient de voler le contenu qu'il y a dans les podcasts, ça veut nécessairement dire qu'il y a un intérêt autour du domaine parce que sinon, C'est s'il une n'y a pas bonne nouvelle. d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt à voler. Ouais. Exactement. Top, c'est Mm. excellent. Donc, dis-moi, comment tu bosses aujourd'hui avec ces deux podcasts, l'entreprise familiale? J'imagine que ça doit être un petit peu serré niveau temps. Là, on a réussi à insérer ces 7 heures-là pour enregistrer ce podcast. C'est quoi tes petits secrets comme ça pour mieux bosser, tes soupapes dans la semaine? Tu as des outils, des applications comme ça que tu utilises? Comment tu fais? Je me lève très tôt. Je suis 7 debout heures. à 5 heures, 5 Wow, heures tous les 5 matins. heures. Ouais, 5 heures tous les matins pour justement travailler sur mon entreprise C'est du Miracle personnelle. Donc, je Money, fais. du Miracle Money 2.0 là. 5 heures. Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est 5 heures à tous les matins. Pouvoir travailler sur mon entreprise personnelle 2, 3 heures à chaque matin. Et par la suite, je me rends au bureau, je vais faire ma journée là-bas. Puis je retravaille un petit peu le soir aussi quand les enfants sont au lit. Donc, il n'y a pas de secret outre que la structure autour. Je le dis souvent, puis les gens pensent que
c'est sûr, tu as une formation à vendre, tu dis, tu sais, c'est sûr que tu vas vendre la structure autour de la formation. Dans les faits, Ce qui serait pas une mauvaise idée. dans le fond, c'est ça. Si on a une structure, ça nous permet de faire beaucoup plus, beaucoup mieux et d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc, tout est fonction de dire, tu sais, moi, initialement, quand j'ai lancé le podcast, je suis quelqu'un qui est quand même assez perfectionniste dans la vie. Je voulais m'assurer de lancer le podcast et de faire bien cette fois-là. Déjà que j'avais échoué la première fois. Donc, je voulais m'assurer de bien faire cette fois-là. C'est ce qui a fait que j'ai acquis les deux autres formations. Mais ce que je voulais m'assurer de faire, c'est d'avoir la bonne structure pour être capable de le réaliser, pour être capable de le faire. Mais initialement, dans mon podcast, quand j'ai lancé l'accélérateur, il n'y avait euh, aucune intention de monétiser tout ça, là. Il y avait pas de plan pour monétiser. L'Académie du podcast n'était pas là initialement. Les formations, en fait, ont été achetées tout de suite après le lancement de l'accélérateur pour un peu bonifier un peu le perfectionnement de podcasteurs, mais ça n'a pas été... il n'y avait pas de but derrière ça, mais c'est quand j'ai consommé les autres formations que là, j'ai réalisé à quel point il y avait beaucoup de contenu là-dedans, qu'il y avait de l'expérience qui était en train de s'acquérir de mon côté aussi et qu'il n'y avait rien qui existait en français. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai lancé cette formation-là en français par la suite. Mais en bout de ligne, c'est sûr que la structure, ça fait toute la différence parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir mon succès aujourd'hui. Avec l'accélérateur, il y avait 3 épisodes par semaine, là. Donc, et ça ne m'empêchait pas de continuer à faire mon travail et continuer à opérer mes 2 entreprises, continuer à m'occuper de mes 4 filles, ça ne m'empêchait pas de rien faire de tout ça parce que la structure était là. Et ça m'amène à ce que je voulais offrir aussi à ton auditeur, à tes auditeurs, si tu me le permets. Bien Euh, sûr. les gens vont pouvoir aller au lien suivant, c'est academypodcast.com/débrouillard. Et à cet endroit-là, ben, j'ai un petit e-book que j'ai préparé qui livre, dans le fond, en détail, comment j'ai réussi à faire 56 000 la première année de podcast sans rien avoir à vendre. Donc, pendant ma première année de l'accélérateur, j'ai réalisé 110 épisodes, si ma mémoire est fidèle, là. Je pense qu'on est autour de 110 épisodes à tout le moins. Et puis, j'avais rien à vendre sur mon site, aucune page de vente. L'Académie du podcast Ça veut n'existait dire en pas moyenne encore à ce deux, moment-là. trois épisodes par semaine. Ouais, c'est ça. Et puis, j'avais rien à vendre. J'avais rien sur mon site Internet. L'Académie de podcast n'existait pas. Et malgré tout ça, il y a eu de générer 56 131 avec le On va podcast à mettre ce le lien, moment-là. on va mettre bien sûr le lien en description. Et... Ouais, Ouais. top. Donc, merci beaucoup, Marco. Dis-moi, j'ai encore une autre question. C'est quoi ton échec préféré? C'est une bonne question. Tu as dit que tu as fait plus de 18, tu as eu 18 plus de 20 échecs. entreprises, tu as eu 18 échecs. Forcément, Ouais. tu as des pépites à nous raconter? Mon échec favorite, je te dirais probablement le. Non, mon échec favorite, ça a été mon échec en tant qu'entraîneur au hockey. Entraîneur? Ouais, j'ai été entraîneur à de très hauts niveaux au hockey sur glace ici au Canada. Et puis, il fut à un certain moment, j'avais la possibilité d'atteindre un niveau où j'aurais probablement pu gagner ma vie à être entraîneur au hockey, c'est-à-dire soit au niveau, ici, pour les gens qui sont au Canada, vont savoir un petit peu qu'est-ce que ça représente, là, au niveau junior majeur, qui est semi-professionnel, juste sous la Ligue américaine, la Ligue nationale. La Ligue nationale, qui est évidemment la plus grande ligue de hockey au monde. Donc, ça aurait été, probablement, je me serais situé à l'intérieur de ça parce que j'ai été entraîneur au niveau de la Ligue junior majeure, mais seulement une saison. J'ai été entraîneur sur tous les niveaux inférieurs à cette ligue-là aussi. Et à un certain moment, j'ai décidé de lâcher prise par rapport à ça mais cet échec-là m'a permis de me recentrer sur mes valeurs personnelles. La raison première pour laquelle j'ai décidé de passer à autre chose, c'est des raisons familiales parce que ma plus vieille venait d'arriver puis je voulais pas passer mon temps sur la route et ne pas pouvoir la voir. Et quand on coach au hockey, un soir, on est à telle ville, on couche là, le lendemain, on est à l'autre ville, etc. On est parti pendant une semaine, on revient.
On n'a pas vu les enfants pendant une semaine. Donc, la première raison, c'était ça. Mais après ça, quand je me suis mis à analyser le parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs à l'intérieur de mon parcours qui, de toute façon, m'auraient manqué si je n'avais pas corrigé le tir en cours de route, même si, disons que ma fille n'était pas arrivée dans le décor. Probablement qu'il m'aurait manqué des bouts si je n'avais pas pu corriger le tir, en lien surtout avec le fait de bien prendre soin de son réseau, bien prendre le temps de garder contact avec ces gens-là, de continuer de leur offrir de la valeur tout le temps au niveau de notre réseau, au niveau des gens qu'on connaît, au niveau des amis, au niveau de la famille, mais au niveau aussi des gens de notre réseau professionnel et tout ça. Donc, ça, j'ai réalisé ça plusieurs années plus tard, mais c'est probablement l'échec qui m'a servi le plus en bout de ligne. Top. Et tu as un bouquin comme ça que tu recommandes souvent? Pardon? Je demande, est-ce que tu as un bouquin que tu recommandes souvent à chaque fois? J'aime beaucoup le livre qui a démarré, qui a changé mon mindset, c'est la biographie de Walter Isaacson, que Walter Isaacson a fait de Steve Jobs. Donc ça a Mhm. été un gros livre pour moi. Sinon, ben, il y a les livres de Russell Brunson qui sont vraiment intéressants, ceux qui sont dans le marketing, online. Expert Secret, tu veux dire? Ouais, Expert Secrets puis .com Secrets, ce sont vraiment de très, très, très bons livres. Sinon, il y a aussi Crushing It et Crush It de Gary Vaynerchuk qui sont vraiment des très bons livres aussi là, que je pourrais recommander. La vache pourpre aussi de Seth Godin est très, très, très intéressant aussi. Top, top. Dis-moi, dernière question, Marco. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Si j'avais pas peur, Yes. qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup peur dans la vie déjà d'abord, mais je dirais probablement les gens qui vont écouter, ils vont dire il est complètement sauté sa tête, mais je serais probablement encore plus présent sur les médias sociaux que je le suis présentement. What? Parce que, ouais, À l'heure parce où on parle de sevrage, toi, c'est l'inverse. ouais. Et je le ferais dans d'autres formats. C'est quoi? Tu penses à quoi? Ben, je fais pas de vidéo. Je fais aucune vidéo. Donc, présentement, je fais beaucoup d'écrits, je fais beaucoup d'audio, évidemment, mais je fais Bon, on pas de l'a pas vidéo. dit, hein, t'écris beaucoup. D'ailleurs, on va mettre ton site aussi en description. Il y a plein d'articles de blogs. Je crois que plus d'une trentaine. Il y a tellement d'articles et tous intéressants qui traitent de plusieurs thématiques, essentiellement du podcasting, mais pas que. Il y a plein de sujets différents en termes de marketing aussi. Donc, on va mettre Ouais. le lien en description. Ouais, tu Donc, dis. j'adore écrire, j'adore créer du contenu audio, mais je ferais probablement de la vidéo. Ce serait probablement ça. Parce que j'ai une petite retenue à l'intérieur de moi encore Tu pour faire la m'étonnes. vidéo et probablement que ce serait ça. Du YouTube. Top. Ouais, ben peut-être ouais, soit ça ou du live carrément sur les plateformes. Mhm. Oh, en parlant de live, est-ce que t'as déjà expérimenté un épisode, enregistré un épisode de podcast comme ça en live? Non, jamais. Je l'ai Je sais fait à que la radio, Patrick, évidemment, mais je ne l'ai jamais fait, je sais que directement. Patrick Béja, il le faisait souvent à ses débuts sur, c'était Ustream, je ne sais pas si ça existe encore. Ouais, Ustream, oui, oui, oui. Beaucoup de stations de radio utilisent cette plateforme-là pour diffuser en direct directement leur émission. Donc oui, ça existe encore. Excellent. Où est-ce que les gens peuvent se rendre pour en savoir plus sur toi? J'imagine ton site, on va le mettre, marcobernard.ca. marcobernard.ca. Ah, CA. Wow, putain, j'ai dit, Oui, désolé. .ca. non, non, pas de problème. marcobernard.ca. Sinon, sur LinkedIn, je suis relativement actif donc vous pouvez venir me rejoindre simplement. C'est linkedin.com/IN/M Marco Bernard. Ben, sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux, mon handle, comme on dit en bon français, c'est M Marco Bernard. Donc, vous
pouvez venir me rejoindre sur Facebook, ma page Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est tout M. Marco Bernard. Excellent. On va mettre Et sur l'accélérateur et l'Académie du podcast pour les podcasts, on évidemment. va mettre tous les liens afférents en description, bien sûr. J'ai quelque chose pour toi, Marco. Je sais pas, tu sais, vraiment, tu sais pas, mais j'offre un bouquin à tous mes invités. Et ce Ah, que moi, j'ai choisi pour toi, c'est un bouquin de Marc Simoncini. Je sais pas si tu connais, le créateur de la plateforme de rencontre française, la plateforme de rencontre mythique. non, je ne connais pas. Il est aussi investisseur pour le fonds, un grand fonds qui s'appelle Diana Capital. OK, Euh, OK. le bouquin s'appelle Une vie choisie. Il revient un petit peu sur son parcours lors de la création de Mythique, toutes les autres entreprises qu'il a créées. C'est vraiment très, très, très passionnant. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Tu vas adorer un petit peu le parcours. C'est une sorte de bibliographie, mais Certainement. fait par lui-même, en fait. Ah, j'adore les Son biographies. Ben, parcours. merci énormément. Super apprécié. Belle surprise. Excellent. Donc, merci encore à toi, Marco. J'ai beaucoup appris. J'imagine aussi les auditeurs. Et pour le lien, pour ceux qui veulent apprendre comment lancer le podcast, il y aura tout en description aussi. Donc, on se dit à la prochaine. Merci. Salut. Merci beaucoup. Ciao. C'est bon. J'ai arrêté l'enregistrement.